Donc avant d'ouvrir la séance, je suis saisi d'une demande de prise de parole des gilets jaunes, pas d'une personne. Qui, vous prenez un micro, peut-être ce sera plus facile. Sébastien. Les collègues vont arriver. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis M. Jézéchiel Sébastien, pour ceux qui ont entendu parler de nous un petit peu des Gilets jaunes. Première chose, nous étions déjà venus une première fois à la mairie de Brest, début novembre. On s'était entretenu avec Madame Abiva, en disant que le mouvement allait s'installer, et vous avez pu le remarquer, il s'installe et va continuer à perdurer le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'on ait des réponses. On est là aujourd'hui pour poser quelques questions, parce que les élus ne sont pas venus nous voir, ils n'ont pas fait l'effort de venir nous voir. Donc voilà, on aura des questions à poser, on espère avoir des réponses. Donc voilà. Je vais vous poser la première question. Que savez-vous sur les Gilets jaunes et qu'en pensez-vous, Monsieur Puant? Je pense que c'est pas comme ça tout à fait que ça se passe. Il y a une intervention extérieure et puis après je rouvre la séance. Mais allez-y, posez toutes les questions et chacun y répondra. C'est la première que je pose déjà. Non mais je D'accord, ok. Pourquoi aucun élu n'est venu nous voir sur les ronds-points qui sont occupés depuis le 17 novembre par les Gilets jaunes? Quelle est votre position sur le délogement que nous subissons, que nous avons subi déjà 2 fois par les forces de l'ordre? Y a-t-il des cahiers de doléances qui sont mis à disposition des Gilets jaunes dans toutes les mairies de Brest? Pas seulement la mairie centrale, mais toutes les mairies de Brest, ce qui avait été annoncé par les forces de l'ordre et par le gouvernement. Nous sommes venus ce matin pour demander un local ou un bâtiment. Apparemment, vous allez donner suite à nos revendications là-dessus. Donc on attendra également des réponses. Que pensez-vous du RIC? Parce qu'en ce moment, c'est ce que nous essayons de fédérer. Et c'est une question à laquelle on a des réponses également. Voilà. En gros, c'est déjà la question à laquelle on voudrait des réponses. Ok, donc je rouvre la séance, mais je ne suis pas le seul élu dans la salle. Il y a plein d'autres élus qui sont c'est pour ça que nous avons voulu autant responsables que moi-même. Donc vous avez posé plusieurs questions. D'abord, effectivement, vous avez été reçu en mairie par Bernadette Abiva. J'étais absent ce jour-là, j'étais à Paris, c'est un des téléphones. Donc je crois que vous avez posé plusieurs questions qui sont de la compétence de la ville. Et vous avez les réponses de Bernadette Abiva. Je pense que Bernadette pourra compléter sur les tarifs, par exemple dans les cantines, comment on prend en compte le quotient familial, etc., etc. Moi, je ne suis pas représentant de l'État ni du gouvernement ici à la ville de Brest. Voilà, donc Bernadette pourra compléter les réponses que nous avons apportées aux questions pour lesquelles nous sommes, ville de Brest, ou Brest Métropole, compétents. 2, pourquoi je n'ai pas été à Pénarcleuse ou Sperdot? Je crois qu'à tous les coups, on perd dans cette affaire. Soit on vient et on dit ils vont venir pour nous récupérer, soit on ne vient pas et on a tort. Voilà. Donc c'est pas simple. Je ne sais pas si beaucoup de maires, beaucoup d'élus, mais la question s'adresse à tout le monde, ont été à Pénarcleuse. Je suis passé plusieurs fois d'ailleurs. Voilà. Donc comment ça aurait été perçu si j'avais été au point de Pénarcleuse? Je vous ramène la question. À la limite, content de vous ramener la question. Troisième élément, le respect de l'ordre en France est assuré par l'État. Et si vous avez été délogé, c'est la police. Il n'y a pas chacun le sait ici, il n'y a pas de police municipale, il y a une police d'État. Le préfet est en charge d'assurer l'ordre et aussi le respect d'un certain nombre de règles, notamment de circulation. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait. Je n'ai pas de jugement à apporter là-dessus. Après, une question précise sur la demande de salle. Donc, je crois que mon
directeur de cabinet, Jacques Servat, vous a proposé, vous a fait une proposition de mémoire sur la salle. On n'a pas encore proposé officiellement. Voilà, bon, voilà, je me tourne en direct live vers lui, mais l'idée c'est de vous proposer une salle qui est en centre-ville, qui s'appelle la salle des syndicats, qui appartient à la ville. Voilà, donc après il faut aller vérifier dans quelles conditions tout cela se fait et tout cela se passe. Dernière question, qu'est-ce que je pense du référendum d'initiative citoyenne? Vous savez, le référendum, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Pas vous faire un cours de droit constitutionnel, ou de sciences politiques, mais en fonction de la question qui est posée, en fonction du contexte, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Et allez, il se trouve que j'ai fait un cours sur le sujet, ça fait pas très longtemps, en fac, j'ai conservé quelques cours, et c'est le sujet que j'ai posé à mes étudiants, donc je vais corriger ça pendant les vacances, entre Noël et le 1er novembre, mais avec une idée quand même très réticente sur le référendum d'initiative citoyenne, qui existe en Suisse, avec l'idée que, le contexte c'est parfois une réponse à une question qui n'est pas posée, c'est-à-dire est-ce que je suis pour ou contre le pouvoir en place, alors que ce n'est pas la question qui est posée. Je vous citerai 2 exemples. Et la deuxième, c'est quelle est la question qui est posée. Voilà. Mais si on prend l'histoire de la Ve République, le général de Gaulle avait posé une question par référendum. Alors, ce n'était pas un référendum d'initiative citoyenne qui n'existe pas dans la Constitution, à l'article 11 de la Constitution, en 1969, sur êtes-vous pour ou contre la régionalisation? C'était un an après mai 68, et les électeurs ont répondu par la négative. Ils n'ont pas répondu à la question qui était posée. Ils ont répondu pour dire à De Gaulle, maintenant ça suffit. Voilà, c'est compliqué. Mais à la limite, je peux d'ailleurs en discuter avec vous un jour tranquillement. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous Oui, plaît? allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Patricia Marchal. Donc, il y a encore un mois, j'étais maman au foyer, et depuis un mois, je suis gilet jaune. Je crois, monsieur le maire, vous n'avez pas bien compris ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne. Ce n'est pas une question qu'on pose à la population. C'est pas un référendum qu'on a l'habitude de l'entendre, d'accord? Le référendum d'initiative citoyenne se compose de 4 volets. Il y a le constituant, l'abrogatif, le révocatoire et le législatif. Tout ceci peut se concentrer sur une assemblée citoyenne. On garde nos hommes politiques si on en a envie, tout ça reste à voir. Maintenant, ce ne sont pas des questions, c'est-à-dire que le peuple, le citoyen, reprend sa place au sein de la société. Il reprend la main sur les décisions politiques. C'est absolument pas ce que vous croyez. Je vous assure, renseignez-vous sur ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est très intéressant pour tout le monde. Parce c'est la revendication de laquelle découlera toutes les autres. Si on obtient ce RIC, on obtiendra tout. Plus personne n'aura besoin de faire de grève. Parce que là, vous avez une idée, comme citoyen, vous vous dites, tiens, je voudrais bien une loi sur, par exemple, TVA 0 sur les produits de première nécessité. Cette question va être soumise à un comité. Si on atteint un certain quorum qui reste à définir, on amènera cette loi devant le législatif. Voilà, ça c'est qu'un exemple. Le constituant permet à tout citoyen d'écrire la Constitution, de la modifier. Je vous assure, c'est un projet très ambitieux, mais très simple. Et on n'est absolument pas... Alors peut-être vous allez me parler d'utopie, mais je pense que c'est la meilleure façon pour les citoyens de reprendre la main sur la nation. Parce que l'État-nation, on a vu ce que ça a donné, je pense que les citoyens doivent revenir au cœur de la nation. Voilà, je vous remercie. Merci, on peut se voir tranquillement pour en discuter. Si vous voulez. Ouais. Il n'y a pas de problème. Moi, je reviendrai sur le bâtiment que vous nous proposez pour les Gilets jaunes. C'est drôle. Étant un syndicat politique, je ne vois pas comment nous pourrions établir un dialogue avec des personnes dans un bâtiment prévu pour les syndicats. Non, mais on appelle de manière un peu habituelle cette salle, la salle des syndicats. C'est une salle qui est ouverte à tout le monde, dans laquelle on fait des réunions de différentes natures.
Mais oui, la maison people, si vous voulez, oui. Oui. Et il se trouve qu'elle est dans le bâtiment qu'on a reconstruit pour les syndicats. Mais Jacques Sabat se tient à disposition pour... C'est vrai, est-ce que d'autres collègues souhaitent répondre? Moi, je ne suis pas législateur en plus. Allez-y. Oui, juste pour dire, moi je suis pas venue vous voir sur la rencontre parce que j'étais en manif avec vous. Et oui, je vous entends, les camarades. Je trouve que j'ai mis du temps un petit peu à comprendre le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'au départ il a été présenté de façon un peu biaisée par la presse. Et quand j'ai entendu, quand j'ai lu, quand j'ai compris que c'était un combat plus que légitime et qu'il y avait toute sa place, au contraire, qui était beaucoup plus fort que toutes les micro-luttes qu'on a pu mener ici ou là, c'était enfin la convergence tant attendue. Et ben vous avez, voilà, moi je suis complètement à vos côtés et le RIC est à mon avis une expérience super intéressante qu'il faut vraiment réussir à obtenir. Ça, plus toutes les 40 propositions qui avaient été faites par les Gilets jaunes et qui n'ont pas du tout été encore entendues. Voilà. Merci. Bernadette Amira, peut-être pour rappeler ce qui avait été dit à l'époque. Non, la rencontre avait porté surtout sur l'écoute du groupe, donc un groupe d'une vingtaine de personnes, des hommes et des femmes, qui étaient, dont les personnes présentes, en tout cas Madame Marchal présente ici, et où on a effectivement expliqué aussi l'intervention et le rôle des politiques publiques locales qui sont portées, qui sont de la responsabilité des élus locaux, et la différence avec ce qui relève de politiques nationales et qui ne sont pas décidées ici. Donc on a pu, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, évoquer un certain nombre d'actions que la collectivité et que les élus brestois ont fait des choix très forts en matière d'éducation, de culture, de tarifs qui permettent à tous d'avoir accès à un maximum de services publics. Jacqueline Héret. Monsieur le maire, écoutez, j'avais prévu une intervention, mais je vais faire la faire directement, donc je vais essayer de répondre comme je peux à quelques-unes de vos questions. Le mouvement des Gilets jaunes, je connais. En France, c'est que il n'est pas étonnant, soit. Je crois que vous êtes victime de l'année politique un peu difficile, et je crois qu'il est normal que, effectivement, vous soyez dans la rue. J'aurais pu aller vous voir sur place, mais je l'ai proposé à quelques-uns de vos copains. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Mais je sais qu'en tous les cas, les Gilets jaunes ont été rencontrés par les communistes, notamment à la fête de Nuit-Bretagne à Lorient. Et je me suis mise à disposition aussi pour vous rencontrer quand vous le souhaitez. L'intervention des forces de l'ordre, comme l'a dit François, là effectivement c'est le préfet qui décide. Sur vos cahiers de doléances, c'est pareil, j'en ai parlé avec quelques-uns chez vous. Il existe ce qu'on a à la ville de Brest, un document qui s'appelle La ville à votre écoute, dans laquelle vous pouvez aussi porter vos revendications. Voilà, donc ça serait intéressant effectivement. Ça a été de me demander au niveau de la présidence de la République que les mairies ouvrent des cahiers de doléances dans toutes les mairies. Oui, mais je crois que c'est en cours, ça ne dit rien de fait pour l'instant. Ça fait quand même un mois qu'on est sur le terrain, je pense que ça aurait dû être mis depuis un petit moment déjà. Oui, mais on a essayé de venir nous 2-3 fois dans la mairie de Brest avec nos gilets jaunes parce qu'on le revendique. Les portes nous sont fermées à l'entrée. À part ce matin, on a réussi à rentrer. Et ça fait plusieurs matins qu'on essaye de venir. Dès qu'ils voient des gilets jaunes, ils ferment les grilles. Les portes de derrière sont enchaînées. Comment voulez-vous qu'on rentre? Non, mais moi je parlais des contacts que j'ai eus. Parce que les informations que vous nous dites, elles ne sont pas remontées en aucun cas sur les points de fixation. Pénarcus, Ikea, on n'a eu aucun élu à venir nous voir. Je trouve quand même dommage, vous êtes quand même au service du citoyen. C'est un peu difficile quand même. Pourquoi c'est difficile? Vous rejetez les élus et en même temps vous nous demandez de venir nous voir. Pourquoi c'est difficile? On ne les rejette pas. Là on est venu taper du poing ce matin dans la mairie parce qu'on se fait déloger une fois de plus et que personne, je dis bien personne, à part peut-être Jean Lassalle qui a fait l'effort de venir, mais c'était plus pour sa campagne européenne, mais personne n'a fait l'effort de venir nous voir.
On reste des citoyens lambda. Il existe en mairie des faits qui concernent d'ailleurs tous les habitants de la ville de Brest, où effectivement, sur lesquels vous pouvez déposer vos revendications. On peut pas accéder dans les mairies avec nos idées. On peut pas. Le gilet jaune fait peur, madame, maintenant. On ne peut pas accéder dans les mairies. Ce matin, on a réussi à rentrer. Que ça soit un peu organisé. Ce matin, on a réussi à rentrer parce qu'on n'avait pas nos gilets. On les a mis une fois à l'intérieur. Je trouve pas ça normal. On reste des citoyens lambda. Si on veut rentrer dans la mairie avec notre gilet jaune, je vois pas pourquoi on nous interdit et qu'on ferme les rideaux devant nous. C'est juste une... voilà. Patrick Capéret. Oui, monsieur le maire et chers collègues. Je crois que tout d'abord, il faut saluer ce qui est engagé dans ce pays depuis plus d'un mois, puisqu'il s'agit de toute la population française qui s'est mise en mouvement au travers des Gilets jaunes, d'une certaine manière. Toute cette population s'est mise en œuvre pour dire en gros un profond ras-le-bol. Et il y a eu un malaise d'entrée. Le malaise d'entrée, c'est qu'on, d'entrée de jeu, on a pensé qu'il y avait d'un côté une souffrance au niveau du pouvoir d'achat qui venait au fond percuter tout ce qui était travaillé autour du climat, de la question de l'écologie, etc. Très rapidement, d'ailleurs, les Gilets jaunes ont corrigé cette affaire en montrant bien d'un côté qu'il y avait des exclus dans cette société et que de l'autre côté, ils étaient extrêmement sensibles aussi à dégager des pistes et des solutions autour des affaires climatiques. À partir de ce moment-là, les choses devenaient plus simples. Ensuite, il y avait cette expression forte de la non-récupération qui pouvait être compréhensible, puisque du côté des Gilets jaunes, ils ne s'étaient pas non plus organisés avec des leaders, portant là, dans chaque ville, leurs problématiques et essayant de les faire remonter. De notre côté, je sais que pour Brest Nouvelle Citoyenneté, mais je suis sûr que pour les autres équipes politiques c'est pareil, nous avions bien entendu des militants à nous qui étaient dans les Gilets jaunes parce que c'était leur engagement. Et donc la discussion qu'on a eue en interne, mais qui est reprise là, c'était de dire finalement, c'est pas très bon que les élus y aillent, de façon à ce qu'on ne nous accuse pas de récupération. C'est juste pour faire simple, si on y va et qu'on vient nous dire oui vous êtes là parce qu'on vous a entendu sur la salle d'ailleurs, finalement il a fait une faute d'y aller, puisque aujourd'hui, et peut-être à raison d'ailleurs, vous l'accusez de récupération. Donc nous on a souhaité respecter le mouvement, respecter votre engagement et ne pas se situer. Il n'empêche que, comme l'ont dit certains d'entre vous, nous étions par délégation, entre guillemets, dans vos manifestations. Sur le fond, quand même, ce qui s'est passé ces derniers jours est extraordinaire. Enfin, ce qu'a dit le président de la République, parce que c'est ça le fond de l'affaire aujourd'hui, ça aurait dû s'arrêter au moment où le président de la République était intervenu. Parce que ce que disent les Gilets jaunes est relativement clair pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir d'experts pour aller développer leur regard. Ils disent en gros, le SMIC n'est pas à la bonne hauteur. Les rémunérations d'un certain nombre de gens ne sont pas à la bonne hauteur. On en a marre des petites retraites, etc. Tout ça a été exprimé. En quoi ceci serait anormal? Regardez les salaires aujourd'hui globaux de notre pays. Enfin, tout ça ne va pas bien, puisque les choix stratégiques politiques qui ont été faits depuis plusieurs années reposent essentiellement sur les critères financiers. Ça veut dire si vous êtes boursicoteur, eh ben, belle vie à vous, vous ne paierez pas d'impôts et vous gagnerez beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on le sait bien, ils ont piqué 20% au salaire. 20% depuis 70 à aujourd'hui, peut-être même 25. Donc forcément, ce décalage entre vivre de son travail et vivre des critères financiers, effectivement, on réussit à obtenir cette explosion, et qui, à mon avis, est extrêmement saine de ce point de vue. Parce qu'elle appelle à trouver de vraies solutions. Elle appelle à écouter ce peuple pour qu'enfin, un certain nombre de décisions soient prises. Je vous avoue que j'ai écouté avec stupéfaction l'intervention du président de la République. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il fait de la publicité comme le plus mauvais des grands magasins. Il explique qu'il augmente 200 €, mais c'est les clients qui payent, et puis pas pour tout le monde. Au début il dit ça, puis il dit 2000 €, pas de CSG pour les retraités, et on s'aperçoit derrière, dès le lendemain, que c'est un mensonge. Enfin bref, il fait un tripatouillage où les larmes aux yeux, la main sur le cœur, je vous ai compris, je vous ai entendu. Et bien ça ne peut pas gazer. Parce qu'à force de travailler comme ça, à force d'avoir ce type de réponse, c'est-à-dire le politique face au peuple, si on répond comme ça à chaque fois et qu'on triche et qu'on ment, on sait derrière ce que ça donne. Il y en a une qui grandit, s'appelle Marine Le Pen. Eh bien, on ne peut pas d'un côté se fixer comme combat principal le fait que ce Front National ou tous ces extrêmes
doivent être ramenés à l'endroit qui est le leur, c'est-à-dire au fin fond de l'histoire, et en même temps ne pas avoir une relation de connivence et de complicité avec le peuple de France. Et le peuple de France, c'est le peuple qui travaille et qui n'a pas aujourd'hui les salaires qui convient au regard des richesses qu'il crée. Tous les chiffres, hein. Moi, j'ai gardé des experts en tout genre, grands économistes, qui sont en train de nous faire des prévisions. Tous les chiffres le démontrent. Si on veut aujourd'hui sortir par le haut, il faut effectivement augmenter le SMIC de façon forte, mais il faut ensuite que cet argent serve au bien commun. C'est-à-dire que cet argent sert, on voit bien la grande initiative qu'on a autour de ce qu'on a fait de la COP21, bah ici on doit avoir des bagnoles qui polluent moins, si on veut avoir des appartements et des maisons qui dépensent moins d'énergie, il faut que ceux-ci, ils aient les moyens d'aller voir le banquier pour qu'on leur prête de l'argent. Or, quand ils vont chercher des sous, le banquier il dit, attendez, montrez-moi vos rémunérations, eh ben on est désolé, mais vous allez voir ailleurs. Donc, voilà, cette France, il faut la mettre à l'endroit. Et la mettre à l'endroit, c'est de faire en sorte que ces richesses qui sont gagnées par cela, par tous les gens qui travaillent, elles retournent à cet endroit. Or, pour l'instant, ils en sont confisqués. Et donc, de notre point de vue, pour Brest Nouvelle Citoyenneté, bien entendu qu'on partage complètement ce qui est en train de se jouer. Voilà, merci. Monsieur Poitania. Monsieur le maire, chers collègues, j'avais prévu d'intervenir dans mon propos liminaire, mais puisque vous nous interpellez à juste titre, et cela permet de nourrir le débat, même si j'y reviendrai tout à l'heure. Je crois que, en réalité, j'ai à entendre Patrick, mais il y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, y compris Jacques Inéré, comme si le mouvement puissant, profond que nous connaissons depuis des semaines était la cause de la seule élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Alors après les uns et les autres... Non, je parle de Jacques Inéré et de Patrick Chapéret. Après les uns et les autres pouvons contester les choix qui sont faits. La réalité, c'est que si notre pays est aujourd'hui dans l'état où il est, c'est que nous avons pendant 30 ans, les uns et les autres, mis la poussière sous le tapis. Et on s'étonne aujourd'hui, tapis sous le vent, que les choses vont mal et que le pays se déchire. Ben ça, c'est la réalité. Donc ce que je pense, moi, des Gilets jaunes, j'ai d'ailleurs pas à l'exprimer, je le constate. Je vois ce qui se passe, je vois la violence, entre guillemets, des mots, des messages qui sont envoyés aux responsables politiques qui ont eu à prendre des décisions dans un pays pendant des décennies. Et j'en prends ma part, parce que j'ai soutenu des gouvernements qui ont eu à faire des choix. Et cela me conforte d'ailleurs dans la nécessité de soutenir aujourd'hui le président de la République dans sa volonté de réforme profonde de notre pays. Néanmoins, vous avez exprimé les uns les autres, vous et puis vos autres collègues gilets jaunes partout en France, la nécessité de justice dans les mesures qui sont prises, d'écoute et de considération aussi, me semble-t-il. Ça renvoie un peu, madame, à ce que vous évoquiez sur le RIC, est-ce qu'il faut RIC ou pas RIC? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je sais, c'est que le président de la République a à la fois apporté des réponses immédiates en termes de pouvoir d'achat. Quand on dit immédiate, ce n'est pas dans 6 mois. C'est au mois de janvier, février. Ce sera concret. Et puis, il a aussi proposé, parce que tout ne peut pas se régler, et ça chacun en conviendra, j'imagine, tout ne peut pas se régler en quelques jours, quelques semaines, qu'il y ait un grand débat dans notre pays. Là, pareil, pas jusqu'au calendrier grec, jusqu'à mars prochain, sur 4 grands thèmes, la fiscalité, l'organisation de l'État, démocratie et citoyenneté et transition écologique. Et que chacun prenne sa part, gilets jaunes ou pas gilets jaunes d'ailleurs, parce que nous avons à construire des réponses ensemble, parce qu'au fond c'est de cela dont on parle, c'est faire France commune, c'est faire République, et donc il faut créer le ciment de notre compréhension et du cheminement que nous voulons avoir ensemble. Et donc ce temps-là, 3 mois, pour recueillir, alors je ne sais pas s'il faut parler de doléances, je préfère des termes plus positifs, de propositions, de suggestions, bref, que tout ça soit mis dans un pot commun et qu'au final, eh bien, il en sorte des choses qui nous permettent d'aller de l'avant, oui, ça je crois que c'est la bonne méthode. Et enfin, et j'en termine, vous nous dites, vous n'êtes pas venu nous voir, alors j'imagine, et je sais que les parlementaires, les députés sont venus nous voir, mais j'ai envie de dire, peu importe, non, c'est important. Le dialogue doit se construire dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez attendre que les élus viennent vous voir. Moi, je vous le dis, et je vous invite d'ailleurs, à venir nous rencontrer dans nos permanences. Monsieur le maire vous a fait une proposition de venir discuter avec lui.
Moi, je vous fais la même proposition, c'est que dans nos permanences, dans les lieux que vous choisirez, nous pouvons discuter et continuer de construire ce pourquoi le président de la République s'est engagé, c'est-à-dire transformer notre pays, mais que chacun y trouve sa place. Isabelle Montanari. Sur la question que vous posez au tout départ, que savons-nous des Gilets jaunes? Moi j'ai envie de dire que sur les politiques qu'on mène ici, nous tous les élus ici, rencontrent des personnes qui sont dans des difficultés parce qu'ils ont des bas salaires, parce qu'ils sont sur des temps partiels. Moi j'étais à l'Action sociale, aujourd'hui c'est Patricia Cœur-Douce-Alain qui y est, je suis aujourd'hui à l'emploi et l'insertion à la métropole. Je reçois des personnes qui sont justement qui galèrent, tout simplement, qui finissent pas leur fin de mois. Ensuite, on a tous aussi en tant qu'élus, on ne fait pas que siéger, on ne fait pas que mener nos dossiers d'élus, on a aussi une vie à côté. Et je travaille en EHPAD. Et je peux vous dire aussi que depuis que votre mouvement a lieu, mes collègues me parlent. Et déjà, elles m'en parlaient avant, mais là encore plus, celles qui vont arriver à la retraite et qui ont travaillé d'abord dans des gardes d'enfants, puis en tant qu'aide-soignante en EHPAD, elles sont en train de calculer à combien elles vont être à la retraite. Là, j'ai une collègue qui vient de me dire qu'à sa retraite, vu qu'elle a quand même la pension de reversion de son mari qui est de 220 € parce qu'il est décédé, elle va arriver à 1100 €. Alors 1100 €, elle a calculé avec son loyer, le peu de déplacement qu'elle fait en voiture, il va lui rester 120 € pour manger tous les mois. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, tout ça, on sait. Alors on n'est pas venu vous voir sur les ronds-points, moi je ne suis pas venue vous voir parce que, en fait, je rencontre l'équivalent des Gilets jaunes, c'est-à-dire des personnes que vous représentez au final dans votre mouvement tous les jours. Mais je ne suis pas la seule. Dans les mairies de quartier, c'est le cas. Et je pense que l'ensemble des adjoints de quartier qui sont là, qui peuvent l'attester. Dans la petite enfance, c'est la même chose, parce qu'il y a des problématiques de garde d'enfants. En action sociale, c'est tout le temps. C'est clair. Sur l'éducation, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a des politiques éducatives où on essaye, parce que l'égalité des chances, c'est pas vraiment quelque chose de réel, donc on essaye de rétablir un petit peu l'inégalité qui existe. Donc voilà, ça c'est sur la partie que savons-nous des Gilets jaunes. Sur la partie dont vous avez parlé sur le référendum d'initiative citoyen. Alors, c'est quelque chose qui n'existe pas. Nous, en général, on a tendance à essayer de se baser sur des choses qui existent. Aujourd'hui, les sénateurs et les députés socialistes ont lancé un appel pour faire un référendum d'initiative partagée. C'est quoi un référendum d'initiative partagée? C'est 185 députés qui sont OK et 10% des citoyens qui signent pour poser une question. La question que nous souhaitons poser, c'est pour ou contre l'ISF. Pourquoi nous voulons poser cette question? Parce que si y a l'abrogation si l'ISF revient et que nous créons la flat tax, on récupère 5 milliards d'euros. Oui, il faut annuler la flat tax. Oui, annuler la flat tax. Excusez-moi. Voilà. Si en plus nous renonçons si en plus le gouvernement renonce à la transformation du CICE, c'est 25 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Donc on arrive à 25 milliards d'euros. Derrière, ça permet de vraiment revoir tous les bases salariales en France. Ça permet de re-regarder comment recréer vraiment une valeur travail par rapport à ce que vous pouvez faire comme travail au quotidien. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et je pense aussi que vous pouvez aller sur ce référendum d'initiative partagée. Après, c'est à vous de regarder, c'est à vous de réfléchir, à vous de voir, mais je pense que ça peut être déjà une première étape pour la suite. Ensuite, je voulais quand même revenir sur ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, cette nuit, vu que le gouvernement a une entrée très technocratique et non pas politique, vu qu'ils se sont engagés sur les 100 € là, au niveau de l'augmentation du SMIC, qui n'est pas une augmentation du SMIC, on le sait, c'est la prime d'activité, donc ça ne touchera pas tout le monde. 100 € Non, mes collègues. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Si je prends le cas de mes collègues, si je prends le cas de mes collègues aides-soignants à l'EHPAD, ceux qui ont des maris qui touchent un petit peu plus que le SMIC, plus d'1,2% du SMIC, elles ne pourront pas avoir ces 100 € alors qu'elles sont déjà qu'à 75% de temps de travail. Donc elles ne cumulent pas non plus pour leur temps de retraite comme il faut, etc. Il faut arrêter. Donc à un moment donné, il y a ça. Et donc qu'est-ce que s'est dit le gouvernement cette nuit? Il s'est dit, oh ça va nous coûter cher ces 100 € quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien les propositions qu'on a fait en novembre pour les calmer, eh ben on va les abroger. Et on ne va pas les mettre en place. Donc là, il y a eu un levé de bouclier. Donc enfin, peut-être un petit peu, les députés de la République En Marche, je dissocie un petit peu de leur gouvernement. Mais pour l'instant, ils signaient tout.
qui signaient tout sans se poser de questions. Donc là, il y a eu un petit mouvement, un petit frémissement, donc en fait le gouvernement n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et il va falloir être prudent tout le temps. Pourquoi? Parce que là, il y a une question que M. Quatanea n'a pas posée. Il y a un cinquième élément qui va être abordé dans la concertation et qui me fait peur, c'est l'immigration. Ils vont essayer de vous opposer entre vous. Ça a été abandonné. Ça a été abandonné, ben, heureusement. Mais bon, alors parlons pas de l'avenir. Ça peut revenir, donc soyons vigilants. Deuxième point, et ça, il va falloir que vous soyez très méfiants. Parce qu'ils vont essayer d'opposer les Français entre eux. Ils vont essayer d'opposer ceux qui travaillent et qui ont un petit salaire avec ceux qui sont au chômage et qui sont au RSA. Et ça, c'est la prochaine étape. Parce que nous avons, dans peu de temps, la réforme du chômage qui arrive. Vous allez voir qu'ils vont nous diminuer drastiquement le temps d'allocation chômage et qu'ils vont nous diminuer drastiquement le taux que vous pourrez avoir au niveau du chômage. Il va falloir être très méfiant de ne pas se faire instrumentaliser, je vous le dis, parce que nous ne sommes pas venus vous voir sur les ronds-points parce que nous ne voulons pas faire de la récupération politique, mais ne vous laissez pas instrumentaliser et gardez aussi votre indépendance et quand même regardez le référendum d'initiative partagée parce que je pense que ça peut être une première étape sur quelque chose de constructif. Merci, Fortuné Pellicano, puis on va s'acheminer vers l'ordre du jour. Roland Pichon, Marie-Pierre, voilà. Je reviens aux propos des représentants des Gilets jaunes. La première question, c'est que savez-vous des Gilets jaunes? Moi, je préférerais répondre qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier l'origine de ce mouvement. D'un côté, il y a le président de la République et son gouvernement, et de l'autre côté, il y a les citoyens, le peuple de France, comme cela a été dit. Et c'est ça, le vrai mouvement des Gilets jaunes. Après, il y a eu des partis politiques qui ont essayé, mais qui ont été inaudibles, lorsqu'il s'est agi de s'approprier le combat des citoyens. Il y a eu des partis politiques qui ont été totalement dépassés dans ce conflit. Il y en a d'autres qui ont été marginalisés volontairement, et vous avez eu raison, vous les Gilets jaunes, de marquer votre différence avec certains. Mais malheureusement, il y a aussi ce qu'on appelle les récupérateurs, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Je crois savoir aujourd'hui qu'ils ne représentent pas, ni eux, ni les casseurs, ce que vous souhaitez vraiment. Donc, pour ce qui me concerne, et comme je l'espère pour la majorité d'entre nous, vous avez ma considération, vous avez mon respect, parce que votre combat, au départ, était noble. Maintenant, s'il faut aller dans la technique, on peut, et je réponds là à Marc Quatanea ou à Isabelle Montanari, reprendre toute la politique nationale de ces derniers mois et faire point par point ce qui a été bon et ce qui a été mauvais pour les citoyens. Moi, je ne pense pas que les mesures qui ont été annoncées par le président de la République soient suffisantes pour répondre aux attentes des gens qui, depuis des semaines, se battent pour avoir ce que l'on appelle simplement la République. La République, c'est ce qu'ils demandent, la République pour tous, la République pour partout. Et ceux qui tiennent encore, et cela doit faire très attention, ceux qui tiennent encore des discours aseptisés, il faut qu'ils comprennent que les Gilets jaunes veulent des réponses claires. Ce n'est pas des promesses, ce sont des actes, ce sont des faits. Voilà ce que je voulais dire, tout en soulignant quand même que s'il y a aujourd'hui une demande de plus de République, notre République est mise à mal. Elle n'est pas mise à mal par les Gilets jaunes qui sont derrière nous. Elle est mise à mal par des casseurs. Ces casseurs qu'il faut dénoncer, qu'il faut montrer, parce que ces casseurs n'ont rien à voir avec des Gilets jaunes qui expriment une légitime colère sociale. Et c'est à cela qu'il faut s'atteler, à répondre à cette colère sociale avec des mesures. Alors nous, à notre niveau, monsieur le maire, vous l'avez dit, quel est notre pouvoir, à part celui de prendre une position, à part celui de montrer si nous sommes attachés ou pas à plus de démocratie, à plus de respect pour les citoyens qui aujourd'hui en aura la casquette de ne pas être considérés, et de ne pas être respectés. Alors voilà, c'est tout ce que je vous souhaitais dire. Ce qui est inacceptable, c'est la casse, ce sont les saccages, c'est le vandalisme, et lorsqu'on sait que dans cette maison même, le drapeau de la République a été tagué, souillé,
Cela, ce n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas la faute des Gilets jaunes. Parce que ceux qui sont derrière nous, ceux qui sont sur le rond-point de Pénarcleuse, ce sont des citoyens qui expriment une colère légitime. Ce ne sont pas des casseurs. Donc faisons la différence et n'hésitons pas quelquefois à faire la part des choses. Anne-Marie Caverne et Roland Pichon. À la question pourquoi n'êtes-vous pas venu sur les ronds-points, on ne peut pas dire ça. Vous aviez de toute évidence une crainte tellement grande de ce que vous appelez la récupération politique que je me vois mal venir sur le rond-point en disant bonjour, je suis Anne-Marie Caverne de l'Union démocratique bretonne. Mais je suis venue, mais en tant que simple citoyenne. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous imaginez que la grande précarité, des gens qui ont du mal, non pas à boucler les fins de mois, mais à boucler les fins de semaine, on ne connaît pas ça dans nos propres familles? Nous ne sommes pas des personnes abstraites, nous sommes des gens de chair et de sang, nous avons des familles. Et ces familles, eh bien, il y en a qui, dans ces familles, il y a aussi des gens qui sont dans la précarité et qui vivent exactement les mêmes problèmes que ceux qui expriment un ras-le-bol général de cette difficulté, non pas à vivre, même pas à survivre, mais quelquefois qui expriment un désir d'exister, ce qui est complètement différent de ce désir de vivre. C'est quelque chose de nettement supérieur que le désir de vivre. C'est une aspiration beaucoup plus haute. Et donc, y compris samedi dernier, sur le rond-point de la place de Strasbourg, juste avant le départ de votre manifestation, je suis allée parler avec un porteur de drapeau breton. Ah oui, tout naturellement, je suis allée vers le porteur de drapeau breton. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis étonnée qu'il y en avait tant, et il m'a dit, mais c'est tout à fait normal, c'est un emblème de toutes les révoltes en Bretagne, et on exprime ainsi notre légitimité à être breton dans la révolte. Bon, j'ai trouvé ça tout à fait sympathique. Et alors, en discutant avec lui, je me suis souvenue d'une phrase de Jaurès, qui disait que rien n'attise autant les révoltes désespérées que les corruptions qui viennent d'en haut. Et je me suis demandé quelles étaient aujourd'hui ces corruptions qui viennent d'en haut. Ces corruptions du pouvoir qui viennent d'en haut, ils viennent du pouvoir économique qui tous les ans planque 1000 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Et si vous voulez consulter le peuple, eh bien oui, consultons le peuple sur de bonnes questions, consultons le peuple sur l'ISF, comme vient de le dire Isabelle Montanari, consultons-le sur la lutte contre les paradis fiscaux, parce que ces gens-là, ce sont des prédateurs qui vous volent votre possibilité de vivre et d'exister de manière digne. Et puis en parlant avec ce porteur de drapeau breton, j'ai eu une très forte émotion, et je vous la livre brute de décoffrage. Il m'a dit, vous ne pouvez pas savoir la fraternité que l'on trouve sur les ronds-points. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, notre République, pour que ce soit sur les ronds-points, sous la pluie, dans le froid, qu'on aille là pour trouver de la fraternité. Voilà. Et si nous avons quelque chose à faire dans cette municipalité, eh bien oui, c'est travailler tous ensemble, et avec vous, bien sûr, à retisser cette fraternité qui avait disparu, que vous avez retrouvée sur le rond-point, mais que nous pouvons déployer dans la ville d'une manière peut-être plus chaleureuse que sur les ronds-points. Je vous remercie. Merci Roland Pichon et Patrick Appéré. Oui, juste en quelques mots, parce que je vois que tout le monde a son diagnostic sur qui sont les gilets jaunes. Moi, je ne sais pas qui sont les gilets jaunes, je le dis franchement. Je sais, comme tous les élus ici, je sais qui sont les gens de toutes conditions qu'on croise soir et matin, tous les jours, toutes les semaines. Donc on en connaît des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, toute une diversité de populations. Et le fait de changer une pièce d'habillement ne change rien à leur qualité ou à leur défaut, que ce soit les uns ou les autres. Ça, c'est un premier pas, un premier point. Le deuxième, c'est que ce qu'on peut voir comme
enfin ce qu'on peut voir, ce qu'on peut diagnostiquer, parce que nous on diagnostique en tout cas en tant que Verts sur une des causes de cette explosion de colère ou de mécontentement, c'est simplement que c'est l'expression, comme l'avait rappelé Patrick Appéré tout à l'heure, c'est le résultat de quelques décennies pendant lesquelles on a demandé aux gens, on leur a demandé, et ils y ont acquiescé au moins passivement en désignant leurs représentants lors des élections, puisque je rappelle quand même qu'on a eu plusieurs élections présidentielles où on a élu des présidents de droite, le dernier. Celui qui est en place en fait partie, hein, c'est un choix qui a été fait quand même au moment des votes, c'est des choix où le vote a des conséquences, et on subit aussi les conséquences des votes, on subit ou on profite des conséquences des votes précédents. Donc ces politiques qui ont petit à petit demandé à beaucoup de gens de faire des petits sacrifices et d'empiler les petits sacrifices, qui en s'empilant ont fait des gros sacrifices, et ont fait qu'il y a la promesse qui avait été faite il y a quelques décennies à la population, on va dire, d'Europe occidentale, qui était que nous sortirons tous de la misère, de la faim, du froid, qui semblait se réaliser au cours des années 70. Cette promesse s'est petit à petit fracturée, fragmentée. On s'est rendu compte, où on a constaté, où on a laissé faire, que cette promesse ne puisse pas se réaliser pour tout le monde. Alors ça a été de plus en plus de SDF dans les années 80, ça a été des immigrés qui sont passés de travailleurs immigrés à immigrés, puis à sans-papiers, qui se sont retrouvés relégués dans les marges de la société. Ça a été des ouvriers qui ont perdu des postes pérennes et qui se sont retrouvés à enquiller intérim, puis par intérim, et enquiller des CDD et des CDD. Au final, en moyenne, ça leur faisait peut-être sur une année les mêmes revenus, mais l'instabilité des situations ne permet pas de vivre dans les mêmes conditions. Ça n'est pas simplement une question de chiffres. Bon, je parle des ouvriers, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres catégories sociales. Et tout ça s'est fait petit à petit, insinueusement pendant des décennies, tout en continuant à promettre encore un effort, mesdames et messieurs, et un petit point de croissance en plus, et tout va finir par se régler naturellement. Il n'y aura plus de chômage, on va retrouver le plein emploi et tout le monde aura un bon salaire. Sauf que cette promesse qui a été répétée par les uns et les autres pendant des décennies s'avère fausse, puisqu'on constate, on le constate dans la réalité, mais on constate aussi dans les statistiques, qu'il y a une partie de plus en plus importante de la population qui se retrouve dans des situations au mieux inconfortables, voire difficiles, et qui se retrouve de ce fait dans l'impossibilité, la difficulté de pouvoir s'installer dans la vie comme il le souhaiterait. Voilà. Et comme il semble légitime à tout le monde de pouvoir y aspirer. Et ça, c'est quelque chose qui monte, je pense, qui a contribué largement à la manifestation de cette colère, ou au moins au support de ce mouvement. Après, il ne faut pas non plus se mentir. Il y a des... Le détonateur a été la question du prix du litre du gasoil. Le prix du litre du gasoil, il ne faut pas mentir aux gens non plus. Il doit être amené à augmenter, on doit baisser les consommations, on doit trouver des moyens de le faire. On doit trouver des moyens de permettre aux uns et aux autres de se passer de cette voiture au gasoil qui est devenue un outil indispensable, et donc il va bien falloir apprendre à se passer pour des raisons écologiques, parce que c'est en train petit à petit de bouffer la planète aussi, de détruire le climat, de détruire l'environnement, et de la difficulté de sortir d'une situation où comme je le disais aussi, pendant des décennies, on a encouragé des gens à faire reposer leur mode de vie sur la disponibilité d'une voiture, d'une mobilité très peu coûteuse, et on se rend compte que cette promesse ne peut pas se réaliser de manière correcte. Donc il faut aussi accepter de trouver des moyens de prendre ça en compte. Après,
deux derniers points. Hein. Sur le revenu, pas le revenu, le référendum d'initiative citoyenne, bon, c'est, M. le maire, vous l'avez rappelé, hein, c'est un outil. Moi, je pense que tout ce qui peut renforcer les outils démocratiques est une bonne chose. Après, contrairement à ce que vous avez dit au début, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il ne peut y avoir que des contributions à l'amélioration, mais rien ne suffira en soi à tout déverrouiller. Et puis, quand même, un dernier point que, à titre personnel, je me permets d'ajouter. J'ai quand même du mal avec les personnes qui se définissent par une caisse d'alignement. Voilà, je vous dis ça comme ça. Je lis beaucoup de livres d'histoire. Ça n'est absolument pas un jugement sur vous ou sur vos collègues. Mais voilà, à titre personnel, je reste quand même extrêmement réticent face à des mouvements qui se définissent par une caisse d'alignement. Merci. Merci, Madame Valdan. Oui, alors, nous ne sommes des supporters ni du pouvoir national ni du pouvoir local, nous sommes clairement dans l'opposition. Donc nous n'avons pas de responsabilité. Ceci dit, que parmi nos sympathisants, il en est qui participent au mouvement des Gilets jaunes, clairement. Il ne faut pas oublier que le point de départ, ça vient d'être rappelé, c'est l'augmentation de la fiscalité sur les carburants, dans un contexte de transition écologique et solidaire. On vient de connaître 5 années de surfiscalisation, à tous les niveaux. Ça touche les classes populaires, les classes moyennes, comme d'autres. Bon, mais ça touche tout le monde. Et dans cette situation de surfiscalisation, on rajoute, au moment d'ailleurs où ça augmentait, une taxe spécialement sur l'essence, avec un discours que nous réprouvons contre la voiture. Mon propos n'est pas de circonstance, on est contre l'augmentation des impôts, on a voté toujours contre l'augmentation des impôts pour autant qu'on avait à se prononcer, contre l'augmentation de la plupart des tarifs qui dépendaient ici de nous, et par ailleurs, oui, parce que ça charge sur les budgets, on le sait bien, et par ailleurs, en plus de l'aspect financier, nous y voyons un aspect de liberté. Il ne suffit pas de dire que la bagnole c'est un moyen pour aller au boulot, là on est prisonnier, vous êtes bien obligé parce que ça n'est pas seulement ça. La bagnole, la voiture, c'est aussi un instrument de liberté. On a bien le droit d'aller où on veut, quand on veut, à l'heure qu'on veut, même si les transports en commun sont fermés. Ça, c'est quand même un point de vue que nous défendons et que nous continuerons à défendre. Et ça n'est pas un point de vue qui est partagé forcément par tout le monde. Et ça implique des choix différents au niveau politique. Quant à l'articulation entre la démocratie représentative et la démocratie participative, on ne peut pas casser les deux déjà. Et le président de la République a eu tort de se couper de tous les corps intermédiaires et finalement de nier la démocratie représentative. Quand on voit le groupe majoritaire à l'Assemblée qui fonctionne comme un seul homme et qui n'a pas le droit de penser, même si certains d'entre eux pensent l'inverse. Donc il a eu tort, et par ailleurs, s'il n'y a pas de démocratie représentative, il est clair qu'il y aura une aspiration beaucoup plus grande à la démocratie directe et à la démocratie participative. Pour nous, nous y sommes assez favorables. Nous pensons qu'il est possible de combiner les deux et de donner une part beaucoup plus grande au référendum, notamment au niveau local. Mais alors, il faudrait que ce soit clair et que ce soit honnête, et que quand on fait des référendums, eh bien, le résultat qui est voté soit suivi. Et je parle bien entendu au niveau local autant qu'au niveau national. Alors pour éviter effectivement le détournement qui peut être fait de cette procédure, où on vote non pas, où on ne répond pas à la question, mais où on répond à l'autorité qui a posé la question en lui disant dégage, ou bien au contraire tu peux rester, il faut que ces référendums
soit bâti un petit peu à la mode suisse. Je ne sais pas pourquoi M. Ferrand avait galvaudé la procédure suisse, où on a une analyse, un dossier. Maintenant, tous les citoyens sont capables de pouvoir avoir accès et de comprendre les données du problème, et chacun des groupes politiques se prononce sur ce dossier, sur ces analyses, fait valoir son point de vue, et les citoyens votent, et il faut à ce moment-là prendre l'engagement de suivre le résultat qui a été donné. Donc sur ce point-là, grande ouverture, mais ce que nous pensons surtout, c'est que le mouvement exprime un besoin de liberté, de pouvoir dire ce qu'on pense, utiliser les mots qu'on a envie d'utiliser, et ne pas être sous une chape de plomb, comme on l'est trop, tant au niveau national, et je vous l'ai déjà dit, monsieur le maire, ici, au niveau local. Merci pour la chape de plomb. Madame Colovati, vous savez vraiment ce qu'est une chape de plomb, hein. Madame Colovati. Merci. Les mots ont un sens. Hein. Bon, nous sommes aussi un groupe d'opposition. Ce qu'on souhaitait vous dire, c'est qu'on comprend en fait les difficultés que vous traversez, tout simplement parce que dans notre quotidien, en tant qu'élus, en tant que professionnels, parce que nous avons tous un travail, nous rencontrons des personnes qui ont des difficultés justement à non seulement finir la fin du mois, mais finir les premières semaines, au 15 du mois, ils ont rencontré des difficultés. Donc on est conscient vraiment des difficultés que vous traversez. Ces difficultés sont une accumulation, je pense, sur depuis plusieurs dizaines d'années. Et là, c'est vrai qu'il y a trop, c'est trop. Donc il faut exprimer en fait ce qui est ressenti. Dans cette expression de ce que l'on ressent, c'est vrai qu'il faut faire après attention entre les casseurs et les gilets jaunes qui ne sont pas du tout des casseurs. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est vrai que ce mouvement a mis en évidence quand même les fragilités de notre société. On s'aperçoit vraiment qu'il y a une fracture. Hein. Il y a une partie la France d'en haut, et puis après il y a des gens comme nous qui travaillent. Parce que moi je dis des gens, voilà, on travaille, tout simplement. Et je crois qu'à tous les niveaux de la politique, hein, que ce soit au niveau du gouvernement ou même au stade municipal, il faut remettre l'humain, l'homme, au cœur de toutes les décisions. Voilà. Patrick Apperet, puis après on va s'acheminer vers la fin. Oui, monsieur le maire et chers collègues, là, ça me fatigue cette histoire permanente de, vous savez, on en a trouvé sous le tapis. Et donc, d'un seul coup, alors je peux le comprendre de quelqu'un qui, en regardant la photo de Macron, est tombé dedans en son élection. Je peux bien comprendre ça, que cette personne-là puisse penser ça. Quand on fait face à quelqu'un, absolument, mais quand on fait face à quelqu'un qui a soutenu les politiques d'Hollande de façon forte, quand on regarde ce gouvernement dans lequel on trouve Darmanin, qui est un grand copain, Sarkozy, donc moi je le dis, tout ce qu'il y a sous le tapis, c'est un Macron. Ça lui plaît pas, tout ce qu'il y a sous le tapis, c'est à lui. Ensuite, la deuxième question, c'est, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Deux symboles sont tombés. Le premier, il a dit, pas d'ISF pour les rupins. Donc, président des riches, tout le monde a vite compris. Et la deuxième initiative qu'il a prise, c'est qu'il s'est attaqué directement au monde du travail avec sa loi XXL. Ça, c'est clair que quand vous voyez ces deux décisions prises, vous comprenez bien que ça va aboutir à un moment ou à un autre à une crise forte. Et cette crise forte, elle est portée aujourd'hui par les Gilets jaunes, mais elle a été portée aussi par les syndicats, par l'ensemble des syndicats, au moins ceux qui considéraient que ceci était inadmissible. Et aujourd'hui, on a cette injustice extraordinaire, un monde du travail en train de rechercher des fins de mois difficiles, et de l'autre côté, ceux qui se permettent mille et une fantaisies avec un argent qu'ils ne savent même pas dépenser tellement il est important. Donc, Marc Coatanea, s'il te plaît, tu prends tout est à toi, on te rassure, et viens pas nous pomper l'air avec cette affaire. Pas l'interpellation entre lui, s'il vous plaît. Bien, je vous propose d'arrêter là ce débat. Donc deux choses. Hein. La première, donc la salle des syndicats avec Jacques Servat est à votre disposition, sera disponible le plus rapidement possible. Donc la salle dite des syndicats, voilà, qui appartient à la ville de Brest. Hein. Dans des conditions qui seront fixées, parce que bon, il y a aussi quelques règles de
de vie en société qui doivent être respectés. Et puis deuxième chose, mais on l'avait déjà évoqué avant aujourd'hui, les cahiers de doléances seront disponibles dans les mairies annexes le plus rapidement possible, sans doute vendredi, sinon je prendrai les mesures qui s'imposent. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Et puis troisième chose, je suis à votre disposition, comme je l'ai dit. Je viendrai. Alors, une dernière chose. Je voulais parler du traitement qui nous est réservé dans les médias au niveau national. Il y a une propagande gouvernementale réelle, je vous l'assure, pour nous montrer, voilà, on est la bête immonde, des casseurs, le mot est souvent revenu ici, et ça n'est absolument pas ça. Il y a une propagande réelle des médias, nous avons nos propres images. On vous dit le mouvement s'affaiblit, ça n'est absolument pas vrai. Il y avait 12 000 personnes à Avignon samedi dernier, entre 2 et 2500 sur Brest samedi. Dans toutes les grandes villes de France, il y a eu de gros rassemblements et partout il y a encore des gilets jaunes. Donc, si vous voulez la vraie information, ne regardez plus BFM, TF1 et essayez d'autres canaux d'information, s'il vous plaît. Et là, vous aurez l'information réelle sur ce... on subit la violence des CRS. Réellement, on se fait matraquer, on se fait gazer, on se fait parquer. Il y a des vidéos de preuves à la pluie. Je vous l'assure. Je ne proférerai pas ce genre de paroles s'il n'y avait pas de preuves. Donc, informez-vous réellement, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Nous n'avons aucun pouvoir sur les médias nationaux. La charte de Plomb n'existe qu'à Brest. À titre personnel. Oui, moi j'ai autre chose à faire que de regarder la chaîne que vous avez indiquée. Allez, merci à vous, bonne soirée. Merci à vous de nous avoir permis de venir. Merci.